Bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve ce soir pour une nouvelle émission de Le Roi de l'Histoire. Ce soir au programme, on va parler de l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques. Alors pourquoi parler de l'URSS? Parce que c'est une année déjà qui, 2022, 2021, 2022, l'hiver 2021-2022, c'est un hiver qui a du sens à plusieurs titres pour l'histoire de l'URSS, puisque il y a un petit peu moins de 100 ans, on aura l'occasion sans doute d'en parler dans les médias, je pense, à la fin de l'année 2022. Il y a un petit peu moins de 100 ans naissait l'Union des républiques socialistes soviétiques. Et puis, d'autre part, il y a un tout petit peu plus de 30 ans, le jour de Noël 1991, était dissoute l'Union des républiques socialistes soviétiques. Donc doublement, hein, il y a un anniversaire qui concerne l'URSS. Et puis, il y a un autre élément qui, je pense, est important, c'est ce qui se passe dans l'actualité autour de la Russie. Vous le savez, il y a eu des interventions l'année dernière de l'armée russe, hein, à la suite de la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Il y a eu une intervention récemment de l'armée russe au Kazakhstan. Et puis, on suit évidemment avec une certaine inquiétude l'évolution de la situation militaire entre l'Ukraine et la Russie, justement. Donc autant d'interventions ou de menaces d'intervention qui se font dans ce qui correspond en fait à l'ancien empire soviétique, à l'ancienne URSS. L'Ukraine, le Kazakhstan, l'Arménie, l'Azerbaïdjan étaient des républiques, des anciennes républiques socialistes soviétiques dans l'Union des républiques socialistes soviétiques. Donc en fait, ce n'est pas qu'une émission qui s'inscrit dans des commémorations éventuelles de l'URSS ou de la disparition de l'URSS, mais c'est également quelque chose c'est une émission qui a vocation, c'est un peu l'esprit, vous le savez, de cette émission, d'essayer d'éclairer un petit peu l'actualité la plus chaude, et là, ça s'applique parfaitement. Alors, on va donc essayer de revenir dans l'histoire, essayer de comprendre ce que c'est que cette URSS, d'où elle vient, et ce qu'elle a pu représenter dans l'histoire du monde. Elle a pesé assez lourd, en fait, dans cette histoire. Les plus jeunes l'ont largement oublié, les plus âgés s'en souviennent très largement. Et puis bon, moi je fais partie d'une génération encore qui, quand il était enfant, jouait avec des petits soldats. Et parmi ces petits soldats, il y avait des petits soldats rouges qui étaient les soldats soviétiques, ce qui renvoie, hein, à cette importance qu'avait encore l'URSS dans les années 1980. Alors, on va partir d'assez loin, on va partir de la Russie. La Russie qui est un empire, hein, au 19e siècle, un empire assez important bien sûr, puisque c'est un empire alors, qui est tourné vers l'ouest, hein, très largement. Un empire qui a eu l'occasion de montrer sa puissance, notamment dans les guerres contre Napoléon. Vous le savez, les Russes sont parmi les vainqueurs de l'empereur français. Un empire qui ensuite s'est enfermé dans un certain conservatisme. Ça a été le cas sous le tsar Nicolas Ier, très conservateur, très autoritaire également. Et qui va, du coup, pendant ce début du 19e siècle, prendre un certain retard sur le reste des puissances européennes. La situation est perçue, on va dire, par son successeur, son fils et successeur, qui est le tsar Alexandre II, qui décide de se lancer dans des réformes, avec des réformes assez importantes, par exemple l'abolition du servage, hein, le servage, c'est-à-dire les serfs, qui existaient en France au Moyen-Âge notamment, même si l'abolition va venir assez tardivement avec la Révolution, mais bon, en Russie, ça continue à exister pendant une bonne partie du 19e siècle. Donc bref, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, puisque sinon on risque d'y passer pas mal de temps, mais à partir d'Alexandre II, donc dans les années 1860-1870, la Russie essaie de se réformer. Ce qui ouvre se réformer, alors se réformer économiquement, se réformer également par une libéralisation des libertés qui sont reconnues à la population russe. Ce qui fait naître des oppositions. La Russie est un très grand empire. C'est déjà un empire qui va donc
des frontières de ce qui va devenir l'Allemagne, de la Prusse, jusqu'au fin fond, aux confins de la Sibérie, au fin fond de la Sibérie, pardon, à l'océan Pacifique. Hein. Donc un empire absolument immense qui est composé de multiples nationalités, notamment la Pologne, qui à cette époque a été englobée dans l'Empire russe et qui se révolte d'ailleurs sous Alexandre II. On a également des oppositions, des formes qui prennent des formes terroristes, hein, des groupes nihilistes, socialistes également, qui n'hésitent pas à s'en prendre au tsar, le tsar qui finalement d'ailleurs est assassiné par un de ces groupes terroristes. Alors, après Alexandre II, et tirons d'une certaine manière les conséquences de la politique libérale, de l'ouverture d'Alexandre II, ses successeurs, son fils Alexandre III, puis ensuite Nicolas II, vont revenir à une logique beaucoup plus conservatrice, beaucoup plus hostile à ces ouvertures libérales, en s'appuyant notamment sur une police politique qui s'appelle l'Okhrana, assez sévère à l'égard de tous ces groupes d'opposition qu'elle n'hésite pas à envoyer assez régulièrement dans des camps de travail situés donc dans les zones froides du pays. Mais bon, pendant cette période de retour à une forme d'autoritarisme, la Russie bénéficie quand même des réformes qui ont été engagées par Alexandre II et donc se modernise. Une modernisation qui permet le développement d'une classe moyenne, une forme de bourgeoisie, on va dire, qui supporte assez mal finalement d'être totalement exclu du pouvoir, le pouvoir qui est tenu par la noblesse, par l'aristocratie traditionnelle de l'empire tsariste. Du coup, on retrouve ce qu'on a pu retrouver en France un bon siècle auparavant avec la Révolution française. On a un climat révolutionnaire qui se développe en Russie au début du XXe siècle. Alors, ce climat révolutionnaire va être amplifié par toute une série de contingences, avec notamment la guerre russo-japonaise, donc au sujet de ces zones un petit peu frontières entre l'Empire japonais et l'Empire russe, la Mandchourie, etc., les îles du Pacifique nord-ouest, pardon. Guerre russo-japonaise qui est, et c'est une surprise considérable à l'échelle du monde, perdue par les Russes, ce qui porte un coup très important au prestige du tsar. Cette défaite s'inscrit dans un contexte qui plus est assez tendu du point de vue social, qui se retrouve dans une première, on va dire, révolution qui intervient donc au cours de l'année 1905, avec le Dimanche Rouge qui est le premier moment fort de cette révolution, hein, un écrasement, une répression très violente des manifestations qui ont lieu dans la capitale impériale, à Saint-Pétersbourg. Et ensuite, donc, un mouvement révolutionnaire qui va continuer pendant toute l'année 1905 sans déboucher sur des conséquences énormes. Alors certes, de manière, on va dire, en façade, le tsar Nicolas II est obligé de concéder un certain nombre de choses, une constitution, la mise en place d'une assemblée représentative, la Douma, mais dans les faits, il reprend vite la main et il revient à sa politique très autoritaire, cette concentration très forte du pouvoir. Nicolas II, qui est un prince, qui est un empereur, mais qui est avant tout un Européen, hein, lié aux grandes familles européennes, c'est un cousin du roi d'Angleterre, mais aussi de l'empereur d'Allemagne. Donc Nicolas II, évidemment, va prendre part au conflit mondial qui se déclenche en 1914. La Russie est alliée à la France et au Royaume-Uni et donc intervient contre l'Allemagne. La guerre russe contre l'Allemagne et contre l'Empire austro-hongrois débute finalement assez bien dans les premiers jours, mais très vite la situation va se retourner et les Allemands font subir des défaites très lourdes à l'Empire russe. Ces défaites vont ensuite s'enchaîner. La Russie subit une situation qui devient économiquement très difficile à l'arrière. Et le moment, l'apogée de ces difficultés intervient au cours de l'hiver 1916-1917. Hiver très froid, très rigoureux. Bon, l'hiver russe est jamais très très chaud, hein, mais celui-ci est particulièrement froid et cause toute une série de difficultés sur
les infrastructures russes avec gel des voies ferrées, etc., ce qui provoque des difficultés pour les armées sur le front, mais ce qui provoque également des difficultés pour le ravitaillement des usines, etc. Alors, ça débouche sur des fermetures d'usines, même si c'est temporaire, il y a du chômage qui éclate au début de l'année 1917, des grèves, du mécontentement. Les gens ont tout simplement faim, ils ont faim, et c'est d'ailleurs une grève, une manifestation de la faim qui a lieu le 8 mars 1917. Manifestation de femmes d'ailleurs, ça deviendra plus tard, vous le savez, la journée des droits des femmes. Cette manifestation du 8 mars 1917 est réprimée de manière assez sévère par l'administration tsariste, avec un tsar qui d'ailleurs n'est pas là, il est sur le front, et ça c'est une grossière erreur de sa part, certainement, que de ne pas avoir été à Saint-Pétersbourg, qui d'ailleurs ne s'appelle plus à ce moment-là Saint-Pétersbourg, s'appelle Pétrograd, on a changé le nom parce que Saint-Pétersbourg c'était trop germanique comme nom, donc on a donné un nom plus russe au début de la guerre. Et donc bon, toujours est-il que manifestation des femmes qui sont rejointes assez rapidement par des ouvriers, par plus en plus de monde. On envoie la troupe contre ces manifestants, la troupe intervient de manière assez virulente, comme chaque fois, mais ça continue, et au bout d'un moment, l'armée décide de basculer. C'est le 11 mars 1917, l'armée décide de basculer du côté des manifestants. Et là, les choses deviennent beaucoup plus compliquées, bien évidemment, pour le tsar. Le tsar panique certainement dans cette situation, et il décide d'abdiquer au début du mois de mars 1917. Alors, si le tsar a abdiqué, qu'est-ce qu'on a à la place? À la place, c'est un petit peu confus, en fait. C'est un petit peu confus. On a un gouvernement provisoire qui se met en place, mais un gouvernement provisoire qui coexiste avec une espèce de conseil, et notamment le plus important de ces conseils, le conseil de Pétrograd. On parle de soviet, qui est un conseil démocratique à tendance socialiste, très clairement, qui se met en place aussi. Et donc on a cette espèce de double administration, double gouvernement qui va mettre un petit peu de temps à s'entendre. Mais finalement, l'entente va venir avec une ouverture de gouvernement provisoire aux socialistes à partir donc de la fin du printemps 1917. Alors, se met donc en place une espèce de régime, on va dire social-démocrate, dirigé principalement par Alexandre Kerensky, qui est un avocat, qui va essayer de lancer des réformes nécessaires dans un pays qui en attend ces réformes, puisque clairement l'un des reproches que l'on faisait à Nicolas II, c'était l'absence de réformes, le rejet des grandes réformes sociales et économiques qui étaient nécessaires au pays. Pourtant, le gouvernement provisoire de Kerensky prend une décision qui va être lourde de conséquences, c'est de continuer la guerre. Alors que les soviets étaient plutôt favorables à l'arrêt de la guerre, Kerensky, lui, veut continuer la guerre. Il veut continuer la guerre, ce qui lui empêche de mener les réformes nécessaires, tout simplement, parce que il est occupé à essayer de trouver des solutions, de contrer les Allemands et les Austro-Hongrois, ça lui coûte extrêmement cher, bien sûr, que de financer la guerre. Et donc, les critiques sur sa gauche vont être de plus en plus virulentes, des critiques qui sont notamment incarnées par un homme qui est connu depuis assez longtemps, Vladimir Ilitch Ulyanov, un opposant socialiste depuis assez longtemps au tsar, ce qui lui a valu d'ailleurs d'être déporté dans ces camps dont je vous ai parlé tout à l'heure en Sibérie, au bord notamment d'une rivière qui s'appelle la Lena, ce qui lui vaut le surnom de Lénine. Lénine a été exilé ensuite de Russie, il a vécu assez longtemps en Suisse, et c'est depuis la Suisse qu'il a obtenu des Allemands la possibilité, l'autorisation de revenir en Russie. Les Allemands qui sont assez attentifs à une des revendications de Lénine et de ses amis. Cette revendication, c'est la paix. Obtenir la paix, conclure la paix rapidement avec l'Allemagne. Et ça, l'Allemagne
eh bien, elle est assez évidemment séduite par cette idée. L'Allemagne est en bonne position militairement sur son front de l'Est, a réussi à conquérir pas mal de territoires, et donc une paix serait plutôt bienvenue avec la Russie, ce qui permettrait, qui plus est, d'utiliser les troupes qui sont retenues à l'Est vers l'Ouest contre la France et le Royaume-Uni, d'autant plus que on sait qu'en 1917, les États-Unis d'Amérique ont décidé d'intervenir dans le conflit. Donc les Allemands ont besoin de renforts sur le front de l'Ouest. Donc Lénine est renvoyé en Russie, et Lénine conteste bien sûr la politique qui est menée par Kerensky. Kerensky est de moins en moins populaire parce qu'il ne sait pas faire face, il n'arrive pas à faire face aux difficultés du pays. Il s'enlise dans cette guerre qui est parfaitement impopulaire également pour nombre de Russes. Et du coup, Lénine décide que c'est le moment d'intervenir. Cette intervention se fait donc en octobre pour les Russes, octobre 1917, 25 octobre 1917, dans la nuit en fait, du 24 au 25 octobre 1917, ce qui correspond. Alors, je précise là parce que les Russes à l'époque, en 1917, appliquaient encore le calendrier julien, qui est l'ancien calendrier, appliqué un petit peu partout en Europe, mais qui avait été remplacé dans la plupart des pays européens par le calendrier grégorien, ce qui avait provoqué un décalage de quelques jours. En gros, il y a 2-3 semaines d'écart. Et donc, cette révolution d'octobre pour les Russes, qui intervient donc principalement le 25 octobre 1917, ça correspond en fait au 7 novembre 1917 pour nous. Donc, voilà, la révolution d'octobre, la fameuse révolution d'octobre, en fait, a lieu en novembre. Donc, en ce 24-25 octobre, les amis de Lénine, qu'on appelle les bolcheviks, donc c'est les plus à gauche, les socialistes, avec Lénine bien sûr, et puis Trotsky, qui est un bolchevique qui s'est rattaché au bolchevisme assez tardivement. Au début, il était plutôt assez proche, enfin il était plutôt ouvert aux idées du gouvernement provisoire, mais finalement il va basculer donc dans le camp bolchevique au cours de l'année 1917, et Trotsky va être un des principaux artisans aux côtés de Lénine de cette révolution qui se fait avec un très petit nombre de personnes, d'hommes, quelques centaines en fait, qui s'emparent des principaux lieux de pouvoir. Kerensky est obligé de fuir, et donc au mois de novembre 1917, les bolcheviks sont les maîtres de Pétrograd, assez rapidement rejoints d'ailleurs par Moscou. Alors, les maîtres de Pétrograd, ça ne veut pas dire pour autant les maîtres de la Russie, loin de là. Il va en effet falloir pas mal de temps pour imposer le pouvoir bolchevique sur la Russie. Pour ce faire, Lénine va s'appuyer sur une police politique qui est créée dès décembre 1917, c'est la Tchéka, qui est le lointain ancêtre du KGB, on aura l'occasion d'en reparler, qui va être surtout le principal outil de contrôle et de répression et de terreur, n'ayons pas peur des mots, de la jeune Russie. Alors, immédiatement, les bolcheviks se mettent au travail. Ils vont dissoudre l'Assemblée constituante, donc, qui avait été mise en place à la suite des événements de février. Ils vont également conclure la paix avec la Russie, avec l'Allemagne, pardon, une paix catastrophique du point de vue territorial, puisqu'il y a des pertes énormes du point de vue territorial pour la Russie. Alors, en termes de territoire, ça reste limité, parce que la Russie, c'est tellement grand que c'est que 4-5% du territoire qui est perdu. Par contre, en termes de capacité industrielle et économique, c'est considérable. C'est un tiers de la production agricole qui est perdue, c'est 3/4 de la production de charbon. Donc, évidemment, ce sont des pertes qui vont peser très lourd sur la suite. Mais bon, toujours est-il que donc, la paix est conclue au mois de mars 1918. C'est le traité de Brest-Litovsk, donc, avec les Allemands. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que c'est la fin de la guerre. Loin de là, puisque on va avoir une résistance qui va être organisée par ceux qu'on appelle les Russes blancs, c'est-à-dire les partisans de la monarchie tsariste, même si la famille des tsars, la famille Romanov, va être assez rapidement liquidée par les bolcheviks dans des conditions assez épouvantables. On a donc l'armée, une armée loyaliste, on va dire, qui va tenter de s'opposer à l'armée que mettent en place les bolcheviks, et notamment Trotsky, qu'on va appeler l'armée rouge, l'armée de défense donc, de la jeune Russie socialiste.
Cette guerre va durer pendant 3 ans, hein. Elle va être terrible. Les Russes blancs vont être aidés par les Français, les Britanniques, mais finalement, ils seront vaincus par les Rouges. L'armée rouge, d'ailleurs, profite également de la situation politique internationale, et notamment de l'écroulement de l'Allemagne à la fin de la guerre, pour reconquérir une bonne partie des territoires qui avaient été laissés à l'Allemagne et à l'Autriche à la suite du traité de Brest-Litovsk. Alors bon, le climat, donc, même si maintenant les bolcheviks sont à peu près les maîtres du territoire, le climat reste très compliqué et le gouvernement de Lénine doit faire face à des difficultés multiples. Donc pour faire face à ces difficultés, Lénine met en place ce qu'il appelle le communisme de guerre, qui est marqué par la dictature d'un parti unique, le parti bolchevique, qui va devenir le parti communiste de l'Union soviétique. Alors, il y a des conseils, les soviets, etc., mais tout ça est totalement contrôlé par le parti. Nationalisation de l'industrie, suppression bien sûr de la propriété foncière, rationnement, travail forcé des prisonniers, etc. Donc on multiplie toute une série de mesures qui sont de nature à asseoir le contrôle du parti bolchevique sur l'État, sur le territoire russe. Et en même temps, Lénine a le projet d'étendre la révolution, puisque le communisme, c'est une idée universaliste. Depuis Marx, on le sait, le socialisme n'a pas de frontières. Les nations, les États, ce sont des outils bourgeois pour opprimer le peuple des travailleurs. Et donc, bien sûr, il n'y a pas lieu de limiter la révolution à la Russie. Donc, est mise en place ce qu'on appelle la Troisième Internationale, le Comintern, qui a vocation à rassembler les partis communistes du monde pour favoriser l'extension de la révolution. Alors bon, la politique menée par Lénine, donc bon, évidemment freinée et compliquée par cette guerre civile qui dure, et n'a pas les résultats escomptés, incontestablement. Il y a des famines, enfin bon, difficile d'avoir des chiffres, mais il y a sans doute plusieurs millions de morts en fait au cours de cette guerre civile due à la guerre, mais aussi aux famines qui éclatent à cause des décisions économiques qui ont été prises par Lénine, et la répression d'ailleurs organisée également par la Tchéka, ce qui provoque pas mal de mécontentement, y compris chez des révolutionnaires incontestables, les Marien Kronstadt par exemple, qui se révoltent en mars 1921 contre l'autoritarisme, contre les tendances dictatoriales, c'est plus que des tendances d'ailleurs, la dictature mise en place par Lénine et les bolcheviks, Marien Kronstadt, qui sont réprimés de manière extrêmement sévère par l'armée rouge. Mais bon, Lénine est un homme quand même qui est intelligent, qui entend ce qui se passe, qui voit également ce qui se passe et qui voit qu'il va droit dans le mur. Et donc il décide de prendre un virage qui lui avait été conseillé par Trotsky l'année précédente, mais qu'il avait refusé dans un premier temps, un virage économique assez spectaculaire. C'est la mise en place de ce qu'on appelle la nouvelle politique économique, la NEP, l'acronyme russe, qui est mise en place donc en 1921, en mars 1921. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle politique économique ? C'est une libéralisation économique. Alors, modérée certes, mais c'est une libéralisation économique. On tolère de nouveau la propriété foncière, la propriété privée. On a une économie de marché. On a toute une série de mesures qui vont permettre qui vont avoir des résultats positifs. Retour d'une croissance économique, redémarrage de la production agricole et de la production industrielle. Donc incontestablement, on a un vrai succès dans cette nouvelle politique mise en place par Lénine. C'est le moment où, 1921, fin de la guerre civile, retour d'une situation économique un petit peu meilleure, même s'il va falloir du temps quand même pour que la situation économique s'améliore vraiment de manière importante. C'est le moment où va naître donc l'Union soviétique. L'URSS, en effet, naît le 30 décembre 1922. Cette union est composée de la Russie, qui est la principale des républiques socialistes, mais également des républiques voisines. Alors, au début, elles sont que 4, l'Ukraine, la Biélorussie et la Transcaucasie, qui vient s'ajouter à la Russie. Et puis,
ces républiques vont augmenter petit à petit. À l'âge d'or du RSS, vous avez une carte ici qui date des années 1980, on a 15 républiques socialistes soviétiques qui composent donc l'URSS. Alors, l'idée de l'URSS et de Lénine, au moment de la mise en place de l'URSS, c'est de développer bien sûr le projet socialiste, le projet soviétique, avec ses conseils, les soviets, etc., en respectant à peu près les caractères nationaux, puisque bon, on a quand même des républiques du Caucase, plutôt tradition musulmane, l'Asie centrale jusqu'aux confins de la Chine, et de l'autre côté l'Ukraine ou la Lituanie, qui sont des pays totalement tournés vers l'Europe. Donc vraiment, on a des situations qui sont extrêmement disparates. Donc on va tenir compte de ces caractères nationaux pour développer le socialisme, pour construire le socialisme, contrôlé quand même par Moscou. Le but étant d'arriver à créer un homme nouveau, l'homme socialiste, l'homme soviétique, qui dépassera les frontières et qui ne sera plus attaché à tel ou tel critère, caractère national. Et dans cet ensemble, il n'y a qu'un seul parti, bien sûr, le Parti communiste de l'Union soviétique, dirigé par un politburo qui, dans les faits, contrôle tout. Certes, on a des soviets, certes, on a des différents niveaux de décision théorique, mais en pratique, tout vient de Moscou, du politburo qui donne des ordres et des ordres qui sont transmis et auxquels on doit obéir de manière très stricte, d'échelon à échelon, sous le contrôle de la Tchéka, toujours, de cette police politique qui est extrêmement sévère et n'hésite pas à réprimer et à déporter, arrêter, voire exécuter des gens qui ne respecteraient pas parfaitement les ordres donnés par Moscou. 1922, c'est aussi l'année où Lénine connaît de grosses difficultés physiques et il va être assez rapidement dans l'incapacité de gouverner. Alors s'ouvre à ce moment-là une question, et qui est évidemment une question gravissime, qui n'a pas été anticipée, c'est la question de la succession de Lénine. Deux hommes apparaissent comme les favoris. Trotsky, avec lequel Lénine avait des liens assez forts, on va dire, même si Trotsky a pu s'opposer à plusieurs reprises à Lénine, mais bon, Trotsky est incontestablement l'un des personnages les plus en vue dans le jeune gouvernement soviétique. Et puis, Staline, donc, qui est un Géorgien, Joseph Vissarionovitch Togashvili, qui surnommé donc Staline, qui a participé aux événements de 1917, bien sûr, qui est un bolchevique depuis plus longtemps que Trotsky, et ça joue quand même de manière assez forte, qui n'a jamais eu les liens que Trotsky a pu avoir avec les sociaux-démocrates, et qui est surtout un fin politique. Alors, c'est quelqu'un qui n'a aucun scrupule, qui n'a pas forcément de projet politique bien établi, mais en tout cas qui a un sens politique absolument remarquable. Et Staline va se débrouiller en s'associant avec les uns avec les autres pour réussir à se débarrasser de tous ses adversaires et notamment de Trotsky. Staline s'impose du coup comme le véritable maître de la Russie à partir du moment où Lénine est hors jeu, donc à partir de 1922. Lénine mourra ensuite en 1924, et Staline à ce moment-là va pouvoir s'imposer comme le seul maître du pays, éliminant, donc je vous ai dit, les différents personnages qui avaient pu jouer un rôle aux côtés de Lénine depuis la création de l'Union. Alors, ces opposants ayant été éliminés, Staline, qui agit avant tout par tactique, c'est quelqu'un qui, je vous l'ai dit, n'a pas forcément, en tout cas dans les années 20, de projet politique. Son projet politique, c'est avant tout d'accéder au pouvoir et de se maintenir au pouvoir. Il est, je vous l'ai dit, il est d'un cynisme absolu et d'un sens stratégique qui est assez brillant. Ce qui lui permet donc, en louvoyant entre l'aile gauche et l'aile droite du parti, à éliminer les uns et les autres finalement, pour pouvoir s'imposer de manière décisive. Alors, une fois qu'il s'est imposé et qu'il est le seul maître à bord, à partir donc du milieu des années 20, il va pouvoir commencer à mettre en place sa politique. Sa politique, elle se résume finalement dans une volonté de contrôle total de la société et de l'économie russe. Et ce,
dans un contexte assez étonnant, a priori, quand on le regarde avec le recul, qui est un contexte nationaliste. En effet, Staline veut le socialisme dans un seul pays, ce qui est a priori paradoxal, voire absolument contradictoire, puisque le socialisme, on l'a dit tout à l'heure, n'a pas de frontières, et lui veut enfermer le socialisme dans une frontière. Donc on laisse tomber les ambitions de Lénine et de Trotsky de contagion communiste, hein, et on va se consacrer à l'enracinement du socialisme dans la Russie, le succès, hein, du projet soviétique en Russie. Euh, alors pour ce faire, Staline va assez vite refermer sa main de fer, hein, c'est l'homme de fer, Staline. Il va assez vite refermer sa main de fer en mettant fin à l'ouverture de la nouvelle politique économique à partir de la fin des années 20, en relançant une politique de collectivisation, expropriation des propriétaires fonciers, ce qu'on appelle les petits propriétaires, les koulaks, qui sont considérés comme des affreux capitalistes, qui vont être largement déportés. Il y en a pas mal qui vont mourir d'ailleurs, hein, sans doute plusieurs centaines de milliers. Il faut bien avoir en tête qu'on a des chiffres absolument effrayants, hein, quand on a des épurations ou des répressions qui sont organisées. Il met en place également une économie planifiée avec la construction de vastes ensembles industriels, les combinates, un petit peu partout, notamment dans les zones les plus désertiques. On organise des déportations de population pour aller peupler justement ces zones désertiques de l'immense pays, avec un objectif qui est celui de l'autarcie, c'est-à-dire l'indépendance économique, l'indépendance industrielle, l'indépendance en termes de production de matières premières, l'indépendance en matière de production agricole. Là, l'Union soviétique, l'URSS, ne doit pas dépendre des autres pays, doit pouvoir vivre de manière tout à fait indépendante. Donc cette politique menée par Staline va se traduire par des bouleversements économiques assez importants, mais également des conséquences absolument catastrophiques du point de vue agricole. La collectivisation et les résistances à la collectivisation des terres, l'élimination des paysans débouche sur une famine, et même une famine qui est organisée par Staline en Ukraine, qui va causer la mort peut-être de 6 millions de personnes, hein, les chiffres sont assez incertains, en tout cas entre 3 et 6 millions de personnes certainement, des choses absolument évidemment sidérantes aujourd'hui. On arrive au milieu des années 30. Staline va se lancer dans un autre grand projet, aussi sanglant que les précédents, puisque à la suite de l'assassinat dans des circonstances assez mystérieuses d'un proche qui était considéré d'ailleurs comme le potentiel dauphin de Staline, le patron du Parti communiste de Leningrad. Alors Leningrad, c'est l'ancien nom de Petrograd, qui était, vous le savez, le nom de Saint-Pétersbourg. Donc ça a changé de nom à plusieurs reprises, et après la mort de Lénine, on a nommé donc Petrograd, Leningrad. Donc ce patron du Parti communiste de Leningrad s'appelait Kirov, donc est assassiné en 1934. Ça va être le déclencheur d'une immense purge, en fait, de l'appareil socialiste par Staline. Staline va organiser de grands procès, notamment les procès de Moscou qui ont lieu en 1936-1937, dans lesquels sont accusés des fonctionnaires, jusqu'à des hauts fonctionnaires, puisqu'on va avoir même jusqu'à l'épouse du Premier ministre, hein, Molotov, qui va être jugée et déportée à la suite donc, de ces procès. Procès qui débouchent sur des exécutions massives, peut-être 600, 700 000 exécutions. Et sinon des déportations, plusieurs centaines de milliers de fonctionnaires, de militaires sont envoyés dans des camps, je vais y revenir. Bref, c'est absolument considérable, hein, ce qui intervient avec ces grandes purges donc, de la deuxième moitié des années 1930. C'est toute l'administration qui est complètement purgée. Et bonsoir à Voyageur Twitch 60. C'est toute l'administration soviétique donc, qui est purgée, l'armée également, dans des proportions absolument immenses, hein, puisqu'on estime que c'est 9 généraux sur 10 qui sont soit exécutés, soit déportés, un tiers des officiers de l'armée.
Et ça tombe assez mal, puisqu'on est en 37-38, on est à la veille de la guerre, et ça va peser assez lourd quand même sur les événements qui vont suivre. Alors, dans ces grandes purges, joue un rôle très important, grandes purges qui vont d'ailleurs frapper Trotsky également, puisque alors Trotsky, lui, avait cherché à s'enfuir, s'était exilé assez loin pour essayer d'éviter d'échapper au tueur de Staline, mais il est quand même rattrapé par ceux-ci à Mexico en 1940, donc il est assassiné à Mexico en 1940. Les outils utilisés par Staline pour ces grandes purges, c'est d'une part, bien sûr, la police politique, qui est devenue le NKVD, et d'autre part, les goulags. Les goulags qui sont des camps de travail forcé répartis un petit peu partout, et notamment dans les zones désertiques, donc sur le territoire soviétique. Goulags qui sont marqués donc par le travail de centaines de milliers de personnes au moment, à l'apogée du réseau des goulags à la fin des années 40, au début des années 50. Il y a plus de 2 millions de personnes qui sont dans les goulags. On estime que sur toute la période des goulags, qui s'étend sur 35 ans, c'est près de 18 millions de Russes qui sont passés donc par ces camps de travail. Et donc ces camps de travail donnent un travail évidemment à très bas prix, qui permet de lancer de grands travaux d'infrastructure, tels par exemple que le percement du canal de la mer Blanche. Vous imaginez les conditions dans lesquelles ces gens ont travaillé. Ils ont construit des voies de communication, en effet, de la Russie, un certain nombre de voies de communication, pas dans des situations qui sont extrêmement différentes, mais vous avez raison, il y en a un certain nombre qui ont été ainsi construites. Alors, Staline doit faire face à la même époque à la montée des tensions en Europe, avec bien sûr la montée des régimes autoritaires, et notamment de l'Allemagne. Alors pour ce faire, il va dans un premier temps envisager le rapprochement avec la France. Il y a en effet un traité de coopération, d'assistance mutuelle en fait, qui est conclu avec la France en 1935, avec Pierre Laval. Pierre Laval qui sera ensuite, vous le savez, le collaborateur en chef de la France de Vichy. Mais bon, Laval a fait le voyage de Moscou pour essayer de conclure un traité avec la Russie. Bon, ce traité va pas vraiment fonctionner, puisque Staline va assez vite constater la faiblesse de la France face à l'Allemagne, notamment à la suite de la conférence de Munich en 1938, où la France et le Royaume-Uni vont accepter que Hitler mette la main sur une région de la Tchécoslovaquie, puis en fait va mettre la main sur la Tchécoslovaquie entière. Et donc là, Staline va se rendre compte qu'il ne peut pas compter sur la France pour se protéger contre l'Allemagne, parce qu'il a peur d'Hitler. Et donc, que va-t-il faire ? Eh bien, il va faire quelque chose d'assez stupéfiant pour tout le monde, puisqu'il va décider de conclure un pacte de non-agression directement avec Hitler. C'est le pacte germano-soviétique du mois d'août 1939 qui prévoit donc que l'Allemagne ne doit pas attaquer l'Union soviétique et vice-versa. Et qui prévoit également, c'est une annexe secrète, que l'Allemagne et l'Union soviétique vont se partager l'Europe de l'Est, se partager la Pologne, se répartir les pays baltes, etc. Donc en cas de guerre, chacun pourra envahir une partie de cette Europe de l'Est. Alors la guerre, vous le savez, éclate assez rapidement. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne en effet déclare la guerre à la Pologne. La Russie entre alors en guerre, elle aussi. Elle se tourne notamment contre un petit voisin qui était bien frêle et fragile face à la grande Union soviétique, c'est la Finlande, qui est attaquée donc par les armées soviétiques en novembre 1939, ce qu'on appelle la guerre d'hiver, qui va être très compliquée pour les soviétiques, qui ne s'attendaient pas à une telle résistance, et qui tourne à l'avantage quand même de l'Union soviétique, qui réussit à acquérir ainsi une partie de la Finlande, tout à fait au nord-ouest donc de la Russie. Mais bon, Staline a été la Finlande a souffert, mais elle s'est défendue, vous avez raison, mais elle s'est défendue de manière extrêmement courageuse, héroïque même on peut dire, face à une puissance qui paraissait sans commune mesure avec la sienne. Mais bon, Staline a clairement sous-estimé le danger nazi. Et il doit faire face assez rapidement au manque de fiabilité d'Hitler. Hitler, en effet, attaque l'URSS en juin 1941. C'est l'opération Barbarossa qui voit déferler les armées allemandes de manière extrêmement rapide
sur le territoire soviétique. L'avancée allemande, en effet, est fulgurante au cours de l'année 41 et au cours de début de l'année 1942. Les Allemands se retrouvent même à 20 km de Moscou à l'hiver 42. Les Russes essaient de se défendre avec des pertes considérables, mais sont complètement dépassés par l'avancée allemande. Alors cette avancée allemande est même sans doute trop rapide, puisque l'armée allemande n'est pas préparée à une telle taille, on va dire, de front. L'habillement n'est pas adapté, les engins allemands ne sont pas adaptés au froid russe non plus. Et la Russie, c'est quand même un pays qui est tellement immense qu'elle a des réserves. Et en effet, Staline va savoir utiliser le potentiel de réserve de son pays, mettre sur le front les travailleurs forcés du goulag qui sont envoyés. Et donc, oui, voyageur Twitch, tout à fait, l'armée allemande n'était absolument pas préparée, et même dans le vêtement, les vêtements des soldats allemands n'étaient pas du tout adaptés au froid. L'essence gelée dans les camions allemands. Donc bref, c'était absolument pas adapté. Et puis, en effet, vous avez tout à fait raison, et bonsoir Nazarifi, il y a une politique de la terre brûlée qui est menée, comme ils l'avaient fait d'ailleurs les Russes à l'époque de Napoléon, qui va également peser assez lourd sur l'Allemagne. Sur l'armée allemande. Quoi qu'il en soit, donc les Allemands se retrouvent coincés au bout d'un moment, et principalement à Stalingrad, qui va être la grande bataille de cette guerre, de ce que les Russes appellent, de ce que les Soviétiques appellent la grande guerre patriotique. Et donc là, les Russes vont être héroïques. Alors ils l'ont été ailleurs, à Leningrad notamment, qui a été assiégé assez longtemps pendant plus d'1 an par les Allemands, et a tenu, et à Stalingrad. Donc on va se battre maison par maison pendant tout l'hiver 42-43, jusqu'à ce que les Soviétiques parviennent à encercler l'armée allemande et contraindre, je crois que c'est la 5e armée allemande, à se rendre donc au début de l'année 1943. Alors en effet héroïque, mais à quel prix? Alors le prix humain, ça intéresse pas beaucoup Staline en fait. Donc l'essentiel c'est la victoire, et en effet le nombre de morts va être absolument considérable du côté soviétique, du côté allemand aussi d'ailleurs, mais la victoire est au bout, donc en février 1943. Alors bon, on ne va pas rentrer trop dans le détail sur la suite. La suite, ça va être le reflux allemand, malgré quelques contre-offensives, mais ça va être le reflux allemand, et les troupes soviétiques vont parvenir à Berlin au mois d'avril 1945 et vont apparaître, bien sûr, comme les grands vainqueurs, bon, avec les Américains, bien sûr, mais pour beaucoup, ce sont les grands vainqueurs de cette Seconde Guerre mondiale, même si le prix est extrêmement lourd, puisque c'est quasiment la moitié des morts de la Seconde Guerre mondiale qui seront de nationalité soviétique. On estime à peu près à 20 millions le nombre de Soviétiques qui ont perdu la vie dans cette guerre. Alors, au sortir de la guerre, l'Union soviétique, l'URSS et son chef Staline apparaissent clairement maintenant comme une superpuissance. C'est un des vainqueurs de la guerre, qui entend bien en tirer les fruits. Et ces fruits, Staline va essayer de les obtenir lors des différentes conférences qui sont réunies entre les vainqueurs de l'Allemagne, avec notamment ici la fameuse, la plus célèbre de ces conférences, la conférence de Yalta, où vous retrouvez assis la côte à côte Churchill avec son gros manteau, Roosevelt qui était très affaibli, et Staline en uniforme, qui vont négocier l'avenir de l'Europe, et le partage de l'Europe. Et pour reprendre la formule que va utiliser Churchill assez rapidement, Churchill le voit et le comprend très tôt, on a un rideau de fer qui va tomber sur l'Europe de l'Est. En effet, Staline va obtenir que les zones qui ont été libérées par l'Union soviétique deviennent des pays vassaux de la puissance soviétique. Donc lui, le nationaliste, devient de nouveau universaliste, on va dire, et va favoriser, bien sûr, la contagion, entre guillemets, de la révolution vers ces pays d'Europe de l'Est. Staline est à ce moment-là au sommet de sa puissance. Il est à ce moment-là au sommet de sa puissance.
Il favorise un culte de la personnalité, il est le petit père des peuples, il est toute une série de choses. On dit de lui également qu'il est le mécanicien de la locomotive de l'histoire. Il est adulé, bien sûr, en Russie. Alors bon, c'est pas l'avis de tout le monde, mais ceux qui sont pas d'accord, ils vont au goulag et on les entend plus. Il est adulé en dehors de la Russie par tous les partis communistes et par tous les sympathisants du Parti communiste. Le Parti communiste sort, vous le savez, de la guerre au sommet de sa force, y compris en France. On estime que c'est à peu près 40% des votes qui sont favorables au Parti communiste en France à la fin des années 40. Et Staline veut vraiment marquer son territoire de manière très ferme à l'égard de l'Ouest. C'est ainsi qu'on entre assez rapidement, finalement, au sortir de la guerre, dans la guerre froide. Et vous avez raison, il reste encore assez largement adulé aujourd'hui, mais on aura l'occasion d'en reparler. Donc la guerre froide éclate assez rapidement. Je ne vais pas reprendre dans le détail le déroulement de la guerre froide, mais dès 1949, on a le blocus de Berlin, puisque l'Allemagne a été découpée au sortir de la guerre entre une zone ouest et une zone est, découpage qui va aller jusqu'à la ville de Berlin, qui est coupée en plusieurs secteurs soviétiques, secteur français, secteur britannique, secteur américain. Et ça, bon, c'est assez mal vécu par les soviétiques, qui aimeraient bien mettre la main sur l'intégralité de Berlin et qui vont donc organiser un blocus de la zone ouest de Berlin qui sera contrée par les Américains. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. La guerre froide éclate et on va avoir une guerre froide qui va se traduire par toute une série de points chauds, vous le savez, la Corée notamment, la guerre de Corée au début des années 1950 est un de ces exemples. 1950-1953, le 5 mars 1953, meurt le petit père des peuples, Joseph Staline, d'une hémorragie cérébrale, dans des conditions un peu rocambolesques qui ont donné lieu à un film que je vous recommande. Ça fait partie des recommandations que je pourrais vous faire à la fin de l'émission. Donc le film, c'est La mort de Staline, tout simplement, qui retrace de manière un petit peu humoristique, mais assez proche de la réalité quand même, la fin du chef. Cette mort de Staline donne lieu à des funérailles absolument énormes, mais donne lieu également à une guerre de succession, puisque Staline n'a pas organisé sa succession, et donc on a plusieurs prétendants qui vont s'opposer. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est finalement Nikita Khrouchtchev qui s'impose progressivement, mais de manière ferme, finalement, comme le successeur de Staline. Alors, Khrouchtchev, dès qu'il s'installe, est un homme qui reste ferme dans la politique menée par l'Union soviétique à l'égard de l'Ouest. C'est ainsi qu'en 1955, l'Union soviétique préside au pacte de Varsovie, qui est une alliance militaire des puissances socialistes, communistes, donc d'Europe de l'Est et puis la Russie, pour contrer l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui est la grande alliance des pays autour de l'Amérique, des États-Unis d'Amérique, donc grande alliance contre la Russie, bien sûr. Donc OTAN d'un côté, pacte de Varsovie de l'autre. Khrouchtchev, qui pourtant, malgré cette fermeté, qu'il aura l'occasion de rappeler d'ailleurs à plusieurs reprises dans son gouvernement, Khrouchtchev va faire quelque chose qu'on n'attendait pas et qui va être un coup absolument énorme. C'est le discours qu'il va tenir lors du 20e congrès du Parti communiste de l'Union soviétique en février 1956. En effet, lors de ce congrès où tout le monde allait en se disant que ça allait être encore ce congrès absolument ennuyeux, où on allait s'autocongratuler de toutes les merveilles que faisait l'Union soviétique, eh bien Khrouchtchev va avoir un discours dans lequel il va attaquer Staline. Alors Staline est mort, mais il va remettre en cause ce personnage auquel on voue encore un culte indiscutable à ce moment-là, a priori, en soulignant tous les excès de la dictature stalinienne, toutes les horreurs commises également par Staline. C'est le début de ce qu'on appellera donc la déstalinisation et une remise en cause de la statue, on va dire, de Staline. L'impact du discours de Khrouchtchev est immense. Alors, Khrouchtchev immédiatement va évidemment attirer une attention particulièrement marquée à l'Ouest, donc dans le camp autour des États-Unis d'Amérique, qui apprécie beaucoup, bien sûr, et à l'Est, il provoque la stupeur. Alors,
Il n'en demeure pas moins que Khrouchtchev reste, je vous l'ai dit, un homme ferme, qui n'entend pas non plus faire des cadeaux à l'Ouest. Ainsi, en 1956, au moment où Budapest, la Hongrie, se soulève contre la domination socialiste, Khrouchtchev n'hésite pas, il envoie les chars pour rétablir l'ordre, soutenir le Parti communiste hongrois mis en danger. Et puis, quelques années après, c'est du côté de Cuba que les choses vont être assez chaudes aussi, puisque en 1962 éclate la crise des missiles qui met le monde au bord du chaos, puisqu'on craint tous qu'éclate la guerre nucléaire entre deux puissances nucléaires, puisque les États-Unis d'Amérique, bien sûr, on le sait depuis la fin de la guerre, ont l'arme nucléaire, mais la Russie aussi, l'Union soviétique aussi, depuis 1949. Et donc, cette crise des missiles de Cuba, qui finalement va être calmée par Kennedy et Khrouchtchev, évite donc de provoquer la guerre. L'Union soviétique, d'autre part, se modernise de manière spectaculaire dans certains secteurs, bien sûr l'armement, qui est un secteur sur lequel il y a un effort particulier qui est mis, mais également la conquête spatiale. Et en effet, en la matière, les Russes provoquent la stupéfaction du monde en envoyant en 1957 le premier satellite dans l'espace, c'est le Spoutnik. La même année, ou peu de temps après, ils vont envoyer le premier être vivant dans l'espace, une chienne, Laika, qui ne revient pas vivante, mais bon, c'est également là aussi quelque chose d'assez remarquable. Et puis en 1961, ils envoient le premier être humain dans l'espace, Yuri Gagarin. Et donc évidemment, ce sont des victoires chaque fois pour l'Union soviétique dans son combat contre le camp libéral, le camp américain. Des victoires donc techniques, des victoires dans la conquête spatiale, et également, je vous l'ai dit, donc une fermeté qui est affichée sur les zones de friction, et de nouveau on entend parler de Berlin à l'époque de Khrouchtchev, puisque Khrouchtchev va soutenir l'Allemagne de l'Est dans la construction du mur de Berlin en 1961, donc qui va cette fois-ci séparer de manière encore plus nette que par le passé Berlin-Est de Berlin-Ouest, et qui va évidemment marquer une bonne partie de l'histoire de l'Europe par la suite. Alors, lequel des deux camps a commencé le périple spatial ? Oui, c'est un peu les deux en fait. C'est un peu les deux. Les Américains avaient commencé des recherches sur les vols supersoniques dès la fin de la guerre, sachant que c'était peut-être les Allemands qui les premiers avaient construit des engins qui avaient une capacité supersonique. Ce sont les missiles, les V1, les V2 notamment, et les Américains ont repris la technologie allemande au sortir de la guerre. Les Russes aussi vont se lancer très rapidement dans cette technologie, et donc finalement cette conquête spatiale est la conséquence de ces vols supersoniques qui avaient été engagés dès la fin de la guerre. Alors, bon, Khrouchtchev donc est un homme, on le voit, qui est assez complexe, une certaine forme d'ouverture sur certains points, une fermeté internationale incontestable, mais alors ça lui vaut un certain respect, voire une admiration parfois à l'Ouest, mais ça lui vaut pas forcément une grande sympathie à l'intérieur, puisque les résultats économiques sont pas très bons, des tentatives de réforme échouent face au conservatisme du Parti communiste, et ce qui devait arriver arrive. En 1964, Nikita Khrouchtchev est finalement renversé. C'est une révolution de palais qui conduit à son éviction et son remplacement par un de ses principaux opposants, plutôt conservateur, qui est Léonid Brejnev, donc, qui devient le nouveau secrétaire du Parti communiste en 1964. Alors, Brejnev, c'est un homme qui va continuer la course commencée par Khrouchtchev et avant par Staline à l'armement, la course à la conquête spatiale, même si les Américains vont finalement repasser devant avec bien sûr l'envoi d'une première mission sur la Lune en 1969.
Brejnev, pardon, c'est un homme qui également s'inscrit dans la continuité de Khrouchtchev sur la fermeté au niveau international, avec la répression en 1968 du printemps de Prague, de la tentative de révolution libérale en Tchécoslovaquie, qui est écrasée donc par l'intervention, une nouvelle fois, comme à Budapest en 1956, donc des chars russes. Mais Brejnev, c'est également une période d'immobilisme au niveau intérieur, de stagnation. Alors qui est marqué par un recul des libertés par rapport à Khrouchtchev. Alors bon, Khrouchtchev, c'était pas non plus le libéralisme, mais là on a un recul qui est marqué par une répression assez vive contre les dissidents, une aggravation de la censure également, et une totale absence de réformes économiques, sachant qu'en plus l'économie russe, l'économie soviétique subit le poids de plus en plus lourd de l'industrie de l'armement et du complexe militaro-industriel, dans la perspective toujours de cette course à l'armement contre les États-Unis d'Amérique. Donc le projet soviétique à l'extérieur donne une image de puissance. L'Union soviétique reste la grande puissance à côté des États-Unis d'Amérique, c'est incontestable pour tout le monde, mais à l'intérieur, quand on gratte un petit peu, si vous voulez, les choses sont beaucoup plus compliquées. On a une absence totale de liberté, ça c'est un fait, mais on a en plus une situation sociale qui devient problématique, avec des pénuries de plus en plus souvent, de grandes difficultés, absence totale de biens de consommation, par exemple, parce que ça avait été totalement mis de côté, mais depuis Staline, en fait. On avait privilégié l'industrie lourde, l'industrie de l'armement, puis l'industrie spatiale ensuite, au détriment de l'industrie de la consommation. Clairement, on a là une grande fragilité, en fait, à l'intérieur de l'Empire. Une année qui va être décisive dans l'évolution des événements, c'est 1979. 1979, c'est en effet l'intervention soviétique en Afghanistan. Alors, pourquoi l'Afghanistan ? Parce qu'en Afghanistan, on avait un parti communiste qui s'était emparé du pouvoir et qui est assez vite contesté. L'Afghanistan est un pays qui, vous le savez, est assez complexe à gouverner. Et donc, les soviétiques décident en 1979 d'envoyer l'armée en Afghanistan. Cette guerre va, ce que les soviétiques pensaient être une balade de santé, ou presque, va se révéler en fait une guerre assez compliquée, et même très compliquée. En effet, la résistance à l'occupation soviétique va être très vive. C'est la résistance des Moudjahidines qui sont en plus assez rapidement soutenus par l'Ouest, et notamment les États-Unis d'Amérique, qui n'hésitent pas à financer assez fortement et à armer la résistance, favorisant et formant, vous le savez, le creuset d'ailleurs de l'islamisme, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Cette occupation soviétique va être en plus combattue assez largement à l'extérieur, des manifestations massives qui veulent que l'Afghanistan, d'une certaine manière, soit le Vietnam de l'Union soviétique. Qui c'est ce qui se passe. En effet, les soviétiques s'enlisent totalement, s'enlisent dans le bourbier afghan. À Moscou, le vieux Brejnev va finalement mourir. Il laisse la place à des vieux. Âgés, à des gens âgés et malades. Des vieux âgés, c'est assez fréquent, mais âgés et malades en plus. Andropov, Tchernenko, qui ne vont d'ailleurs rester au pouvoir que quelques mois chaque fois. On est face à un empire qui est devenu une gérontocratie complètement sclérosée, qui semble tout à fait incapable de se réformer, de prendre le virage de la modernité, alors même qu'en face, il y a des menaces qui sont de plus en plus franches. En effet, en face, il y a maintenant un nouveau président des États-Unis d'Amérique qui est assez agressif. C'est Ronald Reagan, qui relance les tensions avec l'Union soviétique, qui développe l'industrie spatiale dans une logique guerrière. C'est la guerre des étoiles, comme on en parle à ce moment-là. Donc les tensions deviennent plus franches,
avec une Union soviétique qui semble tout à fait incapable de faire face à ces nouvelles difficultés, d'autant plus qu'économiquement, l'Union soviétique est dans une situation de plus en plus complexe. Eh bien, les Russes vont quand même comprendre qu'il est temps de faire un virage, en fait, et ils vont décider de rajeunir un petit peu tout cela en nommant un nouveau secrétaire du Parti communiste. Non, excusez-moi, j'ai perdu la connexion sur ma tablette. Ils vont nommer donc un nouveau secrétaire du Parti communiste, qui est un jeune homme. Oh, jeune homme, hein, tout est à nuancer, mais par rapport à Brejnev, Andropov, Tchernenko, c'est un petit jeune, il a 58 ans. Il s'agit de Mikhail Gorbatchev. Et Gorbatchev décide immédiatement de se lancer dans une grande politique de réforme. Une grande politique de réforme qui va se traduire essentiellement par deux mots qui vous rappelleront peut-être quelque chose. C'est d'une part la glasnost. La glasnost, c'est la transparence. La transparence, c'est-à-dire on va faire reculer la censure, on va permettre une plus grande liberté d'expression, et puis on va communiquer, on va arrêter de tout cacher comme on le faisait depuis assez longtemps. Et alors évidemment, la conséquence de la glasnost, ça va être que toutes les oppositions vont pouvoir s'exprimer de manière beaucoup plus franche que par le passé. Et le deuxième aspect, c'est la perestroïka. La perestroïka, c'est la réforme de l'économie, la modernisation de l'économie, pour sauver tout simplement l'Union soviétique, parce que Gorbatchev estime que l'Union est condamnée à assez brève échéance s'il n'y a pas une réforme en profondeur de l'économie qui implique nécessairement une libéralisation de l'économie. Alors, Gorbatchev s'entoure d'une équipe assez rajeunie aussi, qui se lance tout de suite dans un élan de réforme assez enthousiaste. Mais assez rapidement, donc Gorbatchev qui est arrivé au pouvoir en 1985, Gorbatchev doit faire face à des difficultés assez importantes. L'une des premières et qui va consterner le monde, c'est la catastrophe de Tchernobyl, la centrale nucléaire donc, de Tchernobyl qui... on a plusieurs explosions donc, au sein de la centrale nucléaire de Tchernobyl, les réacteurs, voilà, je trouve le mot, qui vont provoquer bien sûr une contamination de la région, et puis une contamination qui va assez largement s'étendre vers l'ouest, vous le savez, même si dans un temps on a dit en France que la contamination s'était arrêtée aux frontières françaises. Bon, on sait évidemment qu'aujourd'hui ça fait partie de ces jolis fakes qu'ont pu faire les gouvernements français, cette contamination révèle surtout la fragilité de l'industrie de cette grande puissance qu'est l'Union soviétique. Gorbatchev sait qu'il est face à une industrie fragile, vieille, poussive, qui est bien en deçà de ce que prétend être l'Union soviétique. Et malgré ça, il n'arrive pas à réformer. Il y a beaucoup trop de résistance, il y a beaucoup trop d'inertie dans l'État soviétique pour arriver à avoir des réformes immédiates. Et les réformes ne portent pas leurs fruits. Et alors que Gorbatchev est applaudi de manière générale en Occident, à l'intérieur, il est de plus en plus contesté. Les pénuries sont fréquentes, l'électricité est coupée régulièrement, on n'a pas de quoi manger dans les magasins de Moscou et des grandes villes de Russie. Donc on a des queues devant les épiceries parce que tout simplement on n'a pas assez à manger. Donc ça ne va pas assez vite, la réforme ne va pas assez vite, et comme en plus la glasnost a permis aux contestations d'apparaître de plus en plus franches, ces contestations sont en effet de plus en plus franches. Alors, au niveau international, Gorbatchev remporte quand même des jolis succès. Conférence de désarmement, rencontre avec Reagan, qui permet quand même de fortement dégeler les relations entre l'Est et l'Ouest. Mais à l'intérieur, il est de plus en plus contesté, d'autant qu'il semble lâcher totalement sur ce qui apparaissait comme absolument fondamental pour pas mal de monde, c'est la protection du monde socialiste. En effet, lorsque, en 1989, finalement, le mur de Berlin est abattu, donc à la suite des manifestations d'un côté comme de l'autre, et surtout du côté Est, Gorbatchev n'intervient pas. L'Union soviétique n'intervient pas, ne fait rien pour protéger l'Allemagne de l'Est, et lorsque, dans un véritable jeu de domino, l'un après l'autre, les régimes socialistes d'Europe de l'Est vont tomber,
Gorbatchev n'intervient pas, contrairement à ce qui avait pu être fait par Khrouchtchev et Brejnev, aucune intervention socialiste à ce moment-là. Alors l'absence de réaction de Moscou, bien sûr, encourage pas mal de monde, y compris jusqu'à l'intérieur même de l'Empire. À l'intérieur même de l'Empire, où on a certaines des républiques socialistes qui vont décider de déclarer leur indépendance. Ce sont les pays baltes, la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie, qui dès 1990 déclarent leur indépendance de l'URSS. Donc l'URSS est en train tout simplement de s'écrouler. Alors face à cela, Gorbatchev sans doute est un petit peu aux abois, c'est certain, et ses opposants vont en profiter. Ils vont profiter notamment d'un moment où il est parti en vacances en Crimée pour tenter un coup d'État. Au mois d'août 1991, donc les chars, une partie de l'armée, en effet, mène un putsch contre Gorbatchev, un Gorbatchev qui est tout à fait dans l'incapacité de réagir en plus, puisqu'il n'est pas là, et qui se retrouve donc très vite en difficulté. Et en fait, Gorbatchev va être sauvé par celui dont il aurait bien aimé qu'il ne soit pas son sauveur, puisque c'était son principal opposant libéral. Il s'agit du maire de Moscou, Boris Eltsine, qui va donc appeler les moscovites à protéger le Parlement, la Douma, contre l'armée, et on voit des dizaines de milliers de moscovites dans la rue pour s'opposer aux chars. Et finalement provoquer l'échec assez lamentable du putsch de Moscou. Donc, a priori, Gorbatchev semble sauvé. Il revient en effet de sa datcha de Crimée, il revient à Moscou. Mais il revient à Moscou, en fait, pour se faire dicter les ordres par Eltsine. Et après avoir assisté donc à la déliquescence progressive de l'Empire, Gorbatchev est contraint, le 25 décembre 1981, dans une allocution télévisée, de prononcer la dissolution de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Sachant que déjà auparavant, on avait eu une pression assez forte qui avait été mise avec la création entre certaines de ces républiques d'une espèce de communauté, la communauté des États indépendants, au début du mois de décembre 1991. Gorbatchev avait refusé, mais le 25 décembre, il doit se résoudre à l'évidence. L'Union soviétique est morte. Elle est morte et donc elle est dissoute, ce qui donne son indépendance à une dizaine d'États. L'Estonie, la Lettonie avaient déjà pris leur indépendance, mais l'Ukraine, la Biélorussie, de l'autre côté le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, etc. Tous ces pays vont prendre leur indépendance et vont connaître, tous ces pays vont connaître une phase de grande confusion et surtout de grande instabilité, avec parfois des guerres civiles, avec des milliers, des dizaines de milliers de morts, à la suite donc de cet écroulement très brutal de ce si puissant empire. Alors l'Union soviétique est donc morte en 1991. Eltsine met en place une république russe qui va être assez largement corrompue, tenue par des réseaux mafieux assez forts. Et on le sait, la Russie va prendre un virage il y a une vingtaine d'années avec l'accession au pouvoir de Vladimir Poutine, qui s'est fait fort d'essayer de rétablir un certain ordre en Russie, ce qui lui vaut d'ailleurs une popularité qui est absolument incontestable, et également de redorer le blason de l'URSS. Pour Poutine, il a eu cette formule, alors j'ai plus la formule exacte, mais considérant que la disparition de l'URSS avait été l'un des plus grands drames de l'histoire, il y a incontestablement, dans le discours actuel des Russes, du chef de l'État russe, une volonté de redorer le blason de l'Union soviétique, y compris le blason, l'image de Staline. Et bon, il sera intéressant de voir ce qui va se passer à la fin de l'année 2022, puisque, vous le savez, en décembre 2022, on va fêter donc le 100e anniversaire de la naissance de l'URSS. Je suis assez curieux de voir un petit peu comment les choses vont être commémorées à Moscou. Et puis, militairement, incontestablement, le lien peut être fait avec l'URSS. L'intervention russe
en Crimée, le soutien russe apporté au dictateur Loukachenko en Biélorussie, les interventions russes au Kazakhstan qui permettent bien sûr de resserrer les liens avec le Kazakhstan, l'intervention russe après la guerre en Arménie, Azerbaïdjan qui permet aux Russes là aussi de se réinstaller un petit peu dans la région, sans parler de la guerre contre la Géorgie. Bref, toute une série d'interventions militaires qui ont vocation à défendre ce qui peut être encore défendu. Je vous renvoie bien sûr à la guerre en Tchétchénie, vous avez raison, voyageur Twitch, une guerre extrêmement sévère en Tchétchénie qui a permis à la Russie de conserver et donc de mettre fin à ce processus centrifuge de perte des républiques, de perte des territoires. Donc là, maintenant, ça, c'est à peu près tenu. Et puis, on assiste même, au contraire, à une tentative de reconstituer un empire qui dépasserait les frontières de la Russie. Bon, l'avenir est assez intéressant à suivre, mais évidemment, cet avenir, il faut le replacer dans ce contexte d'une nostalgie, vous l'avez dit dans le chat, d'une nostalgie à l'égard de l'époque où la Russie était l'URSS, c'est-à-dire une superpuissance respectée. Évidemment, le manque de respect que peuvent témoigner certaines puissances aujourd'hui, notamment à l'Ouest, à l'égard de la Russie, est quelque chose qui est extrêmement mal vécu, qui vexe profondément les Russes. Et ne pas le comprendre, c'est une erreur grossière que l'on pourrait commettre, qui fait qu'on pourrait ne pas comprendre la politique qui est menée à l'heure actuelle par les Russes. Alors, bon, l'URSS est morte et il le restera, ça c'est certain, mais la Russie entend bien, je pense, renouer d'une certaine manière avec son passé de grandeur. En tout cas, il essaie de le faire, même si il ne faut pas se voiler la face. Il y a de grandes fragilités quand même aujourd'hui dans la Russie, une fois qu'on a passé le cap des roulements de muscles que l'on peut retrouver aux frontières. Voilà, on arrive au bout de cette émission. Alors, si je devais vous donner des conseils de lecture ou des conseils de visionnage, on pourrait y passer beaucoup de temps. Je mettrai quelques liens ou quelques références sur la page Facebook de l'émission, mais éventuellement, il y a quelque chose qui est passé récemment sur Arte, et je pense qu'on doit pouvoir le retrouver soit sur la plateforme d'Arte, soit peut-être même sur YouTube. C'est une série de documentaires qui s'appelle Goulag, une histoire soviétique, qui est absolument extrêmement bien faite, avec des images d'archives, parce qu'il faut bien avoir en tête que Khrouchtchev a ouvert un petit peu, et puis ensuite Gorbatchev ont ouvert sur les archives et sur l'histoire stalinienne, bien sûr, mais c'est que depuis 1991 et la chute de l'Union soviétique que les chercheurs ont pu accéder aux archives. Et donc aujourd'hui, on a quand même un accès qui a été assez largement facilité, même si bon, les recherches qui sont menées aujourd'hui en Russie même sont un petit peu compliquées. Mais il y a quand même eu des recherches qui ont été faites et qui permettent de connaître un petit peu mieux ce processus de terreur, notamment à l'époque stalinienne, c'est ce véritable totalitarisme qui était en place à l'époque stalinienne. Et je vous recommande donc cette série, il me semble qu'il y a 3 documentaires, qui s'appelle donc Goulag, une histoire soviétique, qui est extrêmement bien faite et qui permet de replonger dans cette espèce d'âge d'or de l'Union soviétique à l'époque stalinienne. Nasserifi recommande également la série de Tchernobyl, alors je ne l'ai pas vue, mais bon, à voir également. Arte est une valeur sûre, souvent, pas toujours, mais là en l'occurrence, vous pouvez y aller je ne vais pas dire les yeux fermés parce que ce serait dommage pour regarder le documentaire, mais vous pouvez y aller avec certitude. Voilà, on arrive au bout de cette émission. Alors, j'ai pas encore le programme pour la prochaine fois. Je peux vous allécher un tout petit peu par 2 émissions avec des invités qu'on fera prochainement. Il y aura une émission sur les routes de la soie, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Ça aussi, c'est une question d'actualité. Et puis, il y aura une émission également sur l'histoire de la vaccination. Ça aussi, c'est une question d'actualité. 2 émissions j'ai pas encore les dates précises, mais je vous les donnerai dès que ces dates seront arrêtées. Et puis nous, on se retrouvera également pour une émission. Alors j'ai envie de consacrer à un pays qui est un satellite de l'URSS en fait, mais un satellite un peu turbulent, c'est la Yougoslavie, qui elle aussi a subi des événements assez dramatiques qui sont déroulés il y a 30 ans. Et donc on reviendra un petit peu sur ces événements à l'occasion d'une prochaine émission.
Je vous souhaite donc une excellente soirée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission de l'Aura de l'Histoire. Bonsoir à tous.